confirmer, parce que je sais qu'il va y avoir des captations. C'est pour ça que c'est toujours le robot est toujours méchant avec les gens. Ah, pas con ça. Ah, bah, j'ai vu ça. Ok, bah, je m'en souviens, merci à toi. Ah, tu vois, Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde Parlons vulgarisation. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir 6 intervenants pour parler de cette thématique. Donc ils font tous partie d'univers très différents entre géopolitique, linguistique, réseaux sociaux, biologie, etc. On va parler un peu de toutes les thématiques et elles sont variées. Pourtant, que ce soit des youtubeurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des doctorants, etc., ils arrivent toujours à nous expliquer des sujets qui peuvent paraître très complexes. Et alors, on va essayer de percer un peu leurs secrets. Voilà, comment est-ce qu'on peut bien vulgariser sur YouTube? Donc, on va essayer de croiser leurs expertises, leurs points de vue. Et donc, pour ça, on a donc 6 intervenants. Donc, je vais les présenter. Merci encore à tous les 6 d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Donc, je vais commencer par ma droite avec Lilian, donc, qui est plus connue avec la chaîne Le Roi des Rats. ouais, enchanté, salut. Voilà, donc qui parle sur ses vidéos de un peu voilà, tous les phénomènes qu'on peut voir sur Internet via les réseaux sociaux. C'est ça. À sa gauche, Romain de la chaîne Linguisticae. J'espère que je ne l'ai pas écorché. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, nickel. Donc, qui parle de linguistique et qui arrive à vulgariser voilà, une thématique de sciences humaines et sociales. Tout à fait. À sa gauche, Donald Wattler, qui est chef adjoint du service Le Monde, et qui a notamment créé toute une série de chaînes de vulgarisation qui s'appelle Chercheuse d'étoiles. Oui, c'était une série, ouais. Voilà. Je fais très très court, après vous pourrez revenir chacun sur vos expériences. À ma gauche, donc, Asia Baluffier, qui est journaliste et vidéaste également à Le Monde. Voilà. Tania Louis, juste à côté, qui est médiatrice et créatrice de contenu pédagogique et qui a également une chaîne Biologie tout compris. Et enfin, pour terminer, Pierre Kerner, qui est maître de conférence en génétique évolutive du développement à l'Université Paris Diderot. C'est long, et qui a conçu plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique, dont Moi Parasite et dernièrement Retour vers le Paléo. Voilà. Parfait. Et bonjour à tous. Donc des profils très différents, et vous êtes nombreux, on a 1 heure, ça a passé très vite. On va essayer quand même de faire le tour de tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous avez chacun des micros, à vous les faire passer également. Peut-être pour commencer, quand on parle de vulgarisation, est-ce que vous avez chacun des petits tips, des petites clés à nous donner sur quelles sont vos clés justement pour réussir à chaque fois à ce que vos vidéos soient bien vulgarisées? Quelles sont vos clés, quelles sont vos astuces à votre avis, quelles sont les compétences pour pouvoir se lancer et se dire voilà, là ma vidéo elle sera bien vulgarisée? Je pose une question commune à tous. Moi, je suis assez particulier dans la vulgarisation. J'essaye plutôt de bien expliquer. Enfin, c'est assez particulier. Mais moi, j'essaye surtout de me mettre à la place des gens, en fait, surtout en tant que spectateur. Quand tu galères à expliquer quelque chose, tu te mets à sa place et tu te dis comment tu pourrais, juste avec des petits mots-clés, des explications, des images, des schémas ou des trucs comme ça, d'essayer d'expliquer un truc qui peut être un peu compliqué à justement expliquer. Mais c'est vraiment... C'est pas de l'empathie, mais c'est vraiment de pouvoir se mettre à la place des gens, je pense. Surtout ça, moi. En tout cas, de mon côté, c'est ça, quoi. À la place du public. Exactement. Et du coup, pour toi spécifiquement, ton public, tu arrives à viser, à vraiment définir et se dire, voilà, je vais mettre à la place de cette personne, ces personnes qu'on... Ouais, c'est pour ça que mon script, quand je l'écris comme parler, en fait. Donc, je le lis, et comme je parle actuellement, pour que ça soit le plus fluide et le plus simple possible, comme si je discutais avec quelqu'un, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye de rendre les mots le plus facile possible, quoi. Et si j'utilise un mot compliqué, ou j'essaye de donner une petite définition ou quoi, pour que vraiment que ça soit le plus basique et le plus simple, et que tout le monde puisse comprendre. En gros, c'est comme ça que je procède. Voilà. Super. Ouais, alors moi du coup, que ce soit pour la vidéo ou pour les autres formats, la première étape de ma démarche, c'est toujours de me demander qu'est-ce que les gens vont retenir de ce que je vais dire et qu'est-ce que je veux que les gens retiennent. Et j'essaye de faire tenir ça en une phrase, ce qui est un exercice assez difficile pour une vidéo de 15 minutes ou un atelier ou une conférence d'1 heure.
Mais une fois que ça c'est fixé, ça va entraîner tout le reste. Ça va entraîner toutes les étapes de raisonnement par lesquelles je veux passer pour qu'ils retiennent le message principal à la fin. Et ça permet aussi de s'obliger à s'adapter à son public, parce que déterminer ce qu'on veut que les gens retiennent, clairement, on ne va pas arriver à la même réponse quand on fait un atelier avec des enfants de maternelle ou quand on fait une vidéo qui va être vue plutôt par des adultes sur YouTube. Ouais, je pense que c'est un point de départ intéressant et qui peut s'adapter à tous les types de vulgarisation. J'ai juste une question. Par exemple, je ne sais pas ce que tu fais sur YouTube, etc. Qu'est-ce que tu fais Alors, moi, je suis médiatrice, donc j'anime des ateliers, je conçois des ateliers pédagogiques dans la vraie vie. C'est mon métier. Ouais. Et à côté de ça, sur YouTube, j'ai 2 formats. J'ai un format de biologie qui s'adresse plutôt aux adultes et à partir du lycée. Et j'ai un format où je présente des petites expériences. Instant pub, je fais ça sur le stand du Café des Sciences tout à l'heure. Qui là ont pour but d'être accessibles à tout le monde. Okay. Et parce que je veux que les parents puissent les faire avec leurs enfants et les expliquer à leurs enfants. Voilà. Alors j'ai peut-être une perspective différente, c'est que moi je suis à la fois enseignant et vulgarisateur, donc j'arrive à voir la différence entre enseigner et transmettre quelque chose en vulgarisation. Et donc pour faire de la vulgarisation, ce que j'ai réussi à comprendre de cette activité par rapport à l'enseignement, c'est que c'est pas nécessaire de transmettre du savoir pur et de s'assurer que les étudiants qui sont dans une fac retiennent des choses spécifiques, mais plutôt est à la fois aborder un sujet et envie d'en savoir plus. Ça, je pense que c'est ça la vulgarisation. Et donc, tout l'enjeu d'un bon vulgarisateur, c'est de dire, voilà, vous avez un sujet, je vais vous intéresser à ce sujet, et puis après, c'est à vous de creuser, et donc c'est de donner un tout petit peu un sens de l'émoi, d'essayer de creuser ce sujet et d'aller plus loin. Ce qu'on ne réussit pas nécessairement en tant qu'enseignant, parce qu'on n'a pas la même mission. Quand on est enseignant, ce qu'on veut, c'est le savoir. Et on s'attend à ce que les étudiants soient là pour pouvoir vouloir en savoir plus déjà, puisqu'ils ont choisi ces études, enfin, pour la plupart, pour en savoir plus, quoi. Pour rebondir là-dessus et dire la même chose autrement, un élève est là parce qu'il a un intérêt, il est censé apprendre, il a un examen à la fin. Un public de vulgarisation, non. Donc la première chose à faire pour être un bon vulgarisateur, c'est intéresser les gens à notre sujet. Nous, au Monde, on a un positionnement particulier, c'est qu'on est rattaché à un journal qui historiquement parle de choses très très complexes, sauf que s'adresser à un public sur YouTube, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas des personnes qui viennent pour les mêmes raisons. Donc quand on raconte notamment des faits d'actualité, l'idée c'est quand même généralement de revenir aux sources, aux origines de ce qu'on va développer sur, je sais pas, le Brexit, une situation géopolitique compliquée. C'est vraiment de revenir dès le départ et de s'adresser à quelqu'un comme s'il n'y connaissait rien, quel que soit son âge, quel que soit son niveau de connaissance. Donc c'est vraiment de repartir de zéro et surtout de nous-mêmes comprendre très en profondeur ce qu'on va développer pour plus facilement le traduire en mots simples. C'est ça qui, je pense, est assez important en tant que vulgarisateur, c'est de très 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 bien maîtriser son sujet, même si on ne le connaît pas au départ, pour mieux le traduire en mots simples, en phrases simples à un public le plus large possible. C'est un peu comme ça qu'on travaille généralement. Ok. Tout à fait d'accord avec tout ça, de manière générale. Peut-être que ce que je peux ajouter, c'est que se mettre à la place de l'audience, c'est ramener ça à quelque chose que tout le monde connaît très bien et utiliser les histoires, l'émotion, l'humour. C'est des choses qui permettent de vulgariser bien et de faire en sorte que tout le monde, quel que soit son niveau de connaissance technique sur un sujet, puisse se dire « Ah oui, ça me parle, ce sujet me parle, cette expérience-là, je l'ai vécue, et donc je peux comprendre ce qu'on raconte. » Ok, donc en gros, essayer de se mettre à la place aussi de son public, piquer la curiosité, essayer de raconter une histoire, etc. Et il y a aussi un truc que je trouve super important, c'est créer une ambiance. Enfin moi, je crée une ambiance aussi beaucoup, et j'essaye de rendre ça pas chiant en fait. Et c'est-à-dire dynamique, avec une musique assez entraînante, toujours un débit de parole constant, etc. J'ai par exemple les vidéos de Le Monde, ça sont super bien foutues là-dessus au niveau de juste juste tout bête, les petites flèches animées, trucs comme ça. Ça c'est vraiment, ça par contre, je trouve ça vraiment top par contre. Ouais, c'est un truc sur lequel on a beaucoup travaillé dernièrement, c'est la mise en scène visuelle. On travaille avec des motion designers dont c'est le métier, avec qui les journalistes travaillent pour concevoir les sujets. Je pense qu'on partage un peu une croyance qui est celle de se dire qu'il y a une mémoire aussi qui est visuelle. Quand on fait des vidéos, c'est pas juste quelqu'un qui parle, il faut aussi mettre en scène le propos avec des schémas, des chiffres, des cartes, toutes ces choses-là. Ça aide énormément à la compréhension, plus que simplement de dire il s'est passé ça. Si on dit il s'est passé ça en montrant des schémas, des choses un peu techniques, évidemment ça apporte des éléments de compréhension supplémentaires et ça s'ancre plus facilement dans l'esprit. Et effectivement, il y a la question
du montage, du mixage, du rythme, de ne pas perdre les gens en route et de relancer à chaque fois la machine, notamment avec la musique, avec les propos, avec les attaques, les chevilles, etc. C'est comme ça qu'on essaie d'approfondir des sujets complexes sur une durée assez longue, sans perdre les gens de préférence, ce qui est mieux. Oui, donc au-delà du contenu, il y a bien entendu aussi le format qui est extrêmement important, que ce soit en vidéo, que ce soit à travers un article, etc. Est-ce que vous avez des formats, vous voyez, qui fonctionnent mieux que d'autres, justement, au-delà du contenu ou de la thématique? Alors pour le coup, ce que j'ai fait en vulgarisation, c'est d'essayer tous les formats possibles et imaginables. J'ai fait blog, j'ai fait podcast, j'ai fait vidéo, etc. Pour avoir j'ai fait livre, pour avoir un aperçu de tout ce qui se faisait. Et j'ai pas fait beaucoup de médiation, mais bon, typiquement quand on est sur le stand du Café des Sciences, on a un rapport assez privilégié avec le public. Et je pense que chercher véritablement à savoir ce qui est le plus efficace, c'est un petit peu peine perdue. Il y a nécessairement des formats qui touchent plus de gens. Bah, à l'heure actuelle, YouTube, si on se lance dans une chaîne YouTube, généralement, on a beaucoup plus de personnes qui visionnent vos vidéos que quelqu'un qui se lance à l'heure actuelle dans un blog. Un blog, maintenant, c'est un petit peu peine perdue. Si on a 500 personnes qui lisent un article, on est content. C'est très très rare de dépasser, en tout cas d'atteindre les formats de YouTube. Le podcast a le vent en poupe parce que bizarrement on est souvent confronté à des moments où on ne peut pas voir des vidéos mais on peut entendre des choses. Donc il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à avoir de la vulgarisation en podcast. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce que vous avez quelque chose qui permet de toucher plus des gens que vous avez un format qui est plus efficace pour faire de la vulgarisation. Et moi je pense par exemple que ce que vous êtes en mesure de faire dans un livre, dans un article de blog ou même en médiation, c'est sans commune mesure en termes d'efficacité pour faire de la vulgarisation. Donc, parfois, il faut se dire, la vulgarisation, c'est bien qu'il y ait plein d'écosystèmes différents. Merci beaucoup. Pardon, oui, sur les formats qui fonctionnent bien au monde, nous, historiquement, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est les formats cartographie. C'est très marqué le monde, la guerre en Syrie expliquée en 5 minutes, etc. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la mémoire visuelle, c'est de la vidéo. On explique avec des mots et on montre les choses en carte, en animation, avec du motion design. C'est des choses qui marchent bien chez nous. Et ça passe aussi par l'expérimentation. Nous, on a essayé plein de formats et il y a un moment, on a fait des lives, on a fait des interviews au long cours, on a fait des émissions à une époque. Il y a aussi pas mal de tests. Si on en arrive là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire à faire essentiellement des vidéos d'explication, mise en scène avec un peu de face caméra, un peu d'animation avec des images, d'illustrations, etc. C'est qu'on a testé plein d'autres trucs qui marchaient moins bien, qui étaient peut-être moins pertinents aussi. C'est aussi, je pense, comprendre ce qui n'a pas marché, accepter que ça ne marche pas et pas chercher à persister, simplement aller vers ce qui fonctionne le mieux, ce pourquoi le public vient et ce qui correspond le plus finalement à ce qu'on cherche à transmettre comme idée. C'est vraiment essayer pour arriver à trouver le format qui fonctionne, quoi. Il y a quand même beaucoup de ça, beaucoup d'expérimentation. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui fonctionne bien en vulgarisation? Parce que clairement, même en ayant une petite chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile de toucher 10 000 personnes avec YouTube que de toucher 10 000 personnes avec un atelier pédagogique. Il n'y a pas débat. Par contre, les gens qui regardent les vidéos, en général, vont la regarder, potentiellement passer un bon moment et puis zapper. Alors que les enfants qui participent à des ateliers pédagogiques, moi, ma plus grande émotion, c'est quand j'ai un gamin que j'ai vu il y a 3 ans, qui revient me voir, qui me reconnaît et qui est capable de me reparler du contenu de l'atelier. Et ça, pour moi, c'est une énorme réussite et ça ne concerne qu'une personne. Donc voilà, pour moi, la réussite d'un format de vulgarisation ne se mesure clairement pas juste en termes de chiffres, mais sur l'impact réel que ça peut avoir sur la personne qui a participé au dispositif ou qui a vu le format. Et après, à travers les vidéos, c'est aussi sûrement les réponses que vous pouvez avoir avec les commentaires, les discussions. Est-ce que vous voyez que vous avez aussi des retours et que la discussion arrive à continuer au-delà de la vidéo par ce biais-là aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez, que vous voyez souvent revenir? Ouais, écoutez, moi je vais être honnête, je les lis de moins en moins les commentaires en vrai. Donc il y a sûrement beaucoup de débats, mais le problème c'est que moi je traite de sciences sociales, je traite de linguistique, donc il y a quand même des protocoles, hein, c'est pas YOLO, chacun fait ce qu'il veut et dit ce qu'il pense. Il y a quand même un minimum de sérieux, de méthodologie, etc. Mais comme les sciences sociales c'est un objet qui touche vraiment l'identité des personnes, eh bien il y a des biais qui sont peut-être d'autant plus forts et beaucoup plus de gens peut-être réfractaires aussi à certaines informations.
Et ça peut partir en vrille régulièrement. Donc j'avoue que j'ai pris beaucoup mes distances par rapport à ça, moi, par exemple, par rapport à tout ce qui est l'interaction dans les espaces de commentaires, même sur Twitter ou ce genre de choses. Donc par mail encore, je réponds à mes mails par exemple. Mais c'est vrai que je participe plus trop au débat dans les commentaires. C'est quelque chose dont je me suis relativement distancié et honnêtement, je trouve que ça me libère beaucoup plus dans la création et dans la composition de mes sujets en fait. Ce qui n'était pas forcément le cas au début. Ce qui n'était pas du tout le cas au début. Je lisais strictement tous les commentaires à la base. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille en lisant beaucoup moins. Alors, je les lis les premiers jours d'une sortie de vidéo, mais j'ai plus ce truc où je les lis de manière religieusement. Ça, j'ai arrêté. Donc, forcément, je ne suis pas là pour contredire ou pour corriger des gens qui orientent des débats vers des directions vers lesquelles ne devraient pas aller. Mais je pense aussi qu'au bout d'un moment, la communauté, de toute façon, globalement, y arrive très bien toute seule. Une forme d'autorégulation, une forme d'autogestion qui se met en place. Ok, merci beaucoup. On peut revenir également, on parlait tout à l'heure de vidéos qui pouvaient être captivantes, etc. Si on revient au contenu et au sujet de vos vidéos, sachant que vous avez en plus vous traitez des thématiques très très différentes, comment vous choisissez les sujets et les thématiques de vos vidéos? Est-ce que vous faites attention à l'actualité? Est-ce que c'est parfois vous vous dites bon ben voilà ça risque de faire plus d'audience? Est-ce que c'est des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'aborder parce que ça peut faire polémique, justement amener la discussion? Je sais que c'est une question qui n'est pas forcément simple. C'est assez variable. Nous, étant rattachés à un journal, forcément, on a une fibre très connectée à l'actualité. Mais on va toujours essayer de prendre les questions un petit peu plus en profondeur. C'est-à-dire que quand il se passe des événements, on ne va pas forcément immédiatement réagir en sortant des choses rapidement pour être, on va dire, sur le coup. Mais essayer de prendre du recul, d'interroger ce que ça signifie. Et je ne sais pas, par exemple, sur le Brexit, typiquement, il y a eu beaucoup d'épisodes. On a attendu un peu de voir ce qui se passait. Et au bout de quelques mois, on a sorti une vidéo en 2 épisodes qui explique tout le cheminement. L'idée étant effectivement de reprendre, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de reprendre vraiment les origines de quelque chose, d'y remonter et de le raconter. Sur les cartos, c'est un peu l'idée aussi, quand on raconte ce que fait la Chine en Afrique, quand on raconte la guerre en Syrie, tout ça, il faut un peu de temps pour le faire, prendre du recul, se déconnecter un peu de l'actualité et donner les clés de compréhension. C'est vraiment ça. Il s'est passé plein de choses depuis 6 mois, on vous explique pourquoi est-ce qu'il s'est passé ces choses-là. C'est un petit peu ça l'idée. Après, il y a plein d'autres trucs, on ne s'interdit rien, il y a aussi les questions qui sont dans l'air du temps, les enjeux écologiques, les enjeux politiques, toutes ces choses-là sur lesquelles on se dit quelles questions est-ce qu'on pourrait se poser, qu'est-ce qui peut permettre aux gens qui nous regardent de mieux comprendre l'actualité et plus largement le monde qui les entoure. C'est un peu ça qui nous amène à faire les sujets qu'on fait. Et après, il y a des choses un petit peu plus marginales, un petit peu plus... enfin, marginales, c'est pas tout à fait le terme, mais plus sur la culture pop, des choses un petit peu comme ça. Mais avec toujours cette idée d'aller chercher des trucs qui ne sont pas très connus, qui n'ont pas été trop traités par les autres gens, qui ont peut-être été traités un peu aux États-Unis, mais pas trop en France. C'est vraiment ça. Si on regarde un peu partout ce qui se fait, on voit ce qui sort aussi un peu du lot. C'est un peu ça l'idée quand même, assez souvent. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, chez la plupart des vulgarisateurs, et c'était mon cas aussi, c'est que pour ceux qui maîtrisent leur sujet, il leur faut quelque chose d'un tout petit peu de supplémentaire pour pouvoir aborder un sujet. Typiquement, c'est de prendre un angle original. Par exemple, moi, ce que je pourrais faire moi, sur ma chaîne ou sur mon blog, c'est prendre mes cours et les adapter et d'en faire quelque chose juste de vulgarisé. Mais généralement, ça ne me suffit pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de me donner une sorte de contrainte différente, d'essayer de parler d'un sujet que j'ai traité de 30 000 fois de la même manière dans une salle de classe, sauf que là, je vais, par exemple pour le parasitisme, j'en parlais de manière classique dans mes cours, mais quand il a fallu faire un livre dessus, je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre le point de vue des parasites pour expliquer aux autres comment ça se passe pour eux. Et donc de dire, voilà, je m'installe chez vous, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'il y a pas mal de vulgarisateurs qui utilisent cette idée de se donner des contraintes pour pouvoir obtenir un résultat très très créatif. Merci beaucoup. On parle aussi, là on parle beaucoup de contenu, vient aussi la question des sources. Est-ce que dans toutes vos vidéos, vous le faisiez dès le début, de citer vos sources? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a été demandé, que vous avez rajouté au fur et à mesure, etc.?
Chez nous, c'est fortement grâce aux commentaires, justement. C'est quand on est arrivé sur YouTube il y a 2 ans, 1 an et 2 ans, les gens très rapidement nous ont dit où sont les sources, envoyez-nous les liens. Et on n'avait pas l'habitude de faire ça parce qu'en fait, on n'avait pas été sur YouTube avant, on n'avait pas l'habitude de remplir une description. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient envie de voir nos sources. Donc on a publié ça et maintenant, non seulement on publie tout le temps les sources, mais je pense que ça nous pousse à être plus rigoureux sur ces sources-là et à ne pas les perdre, par exemple, à les retrouver, à les mettre dans l'ordre, à les ordonner. Et voilà. Chose qu'on ne faisait pas de cette manière-là, de manière aussi rigoureuse. Oui, qu'on faisait moins aussi, je pense, du fait d'être rattaché à un journal, on se dit c'est bon, on est Le Monde, on source dans la vidéo, on évoque ce dont on parle, mais de fait, effectivement, l'usage sur YouTube, assez souvent, notamment sur la vulgarisation, c'est les sources en commentaire et d'en mettre plein et en gros qui permettent d'éclairer et en plus qui permet aux gens d'aller plus loin, ce qui est pas forcément le réflexe qu'ils ont quand ils regardent juste une vidéo. Il y a aussi une utilité pour l'audience. Ce qui est marrant, c'est que les sources, en fait, la plupart des gens qui font de la vulgarisation scientifique le font spontanément parce qu'ils ont un bagage académique qui fait qu'ils sont obligés, pour faire n'importe quoi, un article, un rapport, etc., de mettre leurs sources. Donc c'est presque un réflexe de le faire. Et on a eu d'énormes discussions pour savoir la pertinence. Donc moi, maintenant, j'ai une question à poser au public, c'est est-ce que vous lisez les sources? Est-ce que vous les exigez, mais est-ce que vous allez regarder les sources des vidéos? Parce que ça se trouve, en fait, on a toute une discussion sur c'est vachement important les sources, mais personne ne les lit, quoi. Donc ça serait intéressant de savoir votre avis. En gros, qui lit les sources dans les vidéos? Quand même. Après, ça peut être aussi juste, si sur un point de détail dans la vidéo, c'est un point litigieux, d'aller voir justement pour ce point précis quelle source a été utilisée et le comparer éventuellement à d'autres choses. Et c'est ce qui s'est beaucoup fait, notamment sur les débats sur l'homéopathie, sur des débats vraiment très, très spécifiques dont on a beaucoup entendu parler, par exemple. C'est vrai que moi, dans mon cas, par exemple, des sources, je les ai pas toujours mises, je pense, ou alors en fait, des fois, elles sont citées, il y a des choses qui sont citées qui ne sont pas repris dans de la bibliographie, mais ceci c'est parce qu'il y a des automatismes en linguistique, par exemple. Si jamais on cite la loi de Grimm, qui est une loi de mutation consonantique de l'allemand, il n'y a pas besoin de sourcer d'où est-ce qu'on chope la loi de Grimm, parce qu'en fait on considère que en linguistique historique c'est un truc que tout le monde maîtrise et il n'y a pas du tout besoin de le relier à quoi que ce soit. On fait appel à quelque chose qui est normalement communio supinum, qui est connu de tous en fait, qui est du savoir commun. Donc dans ce genre de cas, il n'y a pas besoin de réafficher, de repointer vers quelque chose de très précis. Après, ce que j'essaye de plus en plus de faire, c'est pas forcément de mettre les sources en fin, mais c'est de les intégrer directement dans la vidéo. C'est-à-dire de citer la publication que j'ai lue, ou de citer les chercheurs qui ont travaillé sur la question, ce qui permet pas forcément d'avoir un rappel en fin, mais en tout cas d'avoir des choses très évoquées et facilement retraçables, qu'on peut facilement retrouver derrière. Alors moi c'est assez particulier parce que des fois en fait la source c'est moi, vu que quand je regarde des gens qui pourraient faire des arnaques ou etc, c'est moi qui capture des moments par exemple d'un live où par exemple il y a notamment 2 vidéos, une où j'avais parlé d'un streamer qui a arnaqué des gens et un mec sur YouTube qui s'appelait Code for LAN à l'époque, et là c'était compliqué parce que c'était des extraits de live qui sont temporaires et donc j'ai enregistré tout un moment qui durait peut-être 1 heure. Et pour la mettre en ligne, pour sourcer entre guillemets, mon propos c'est assez compliqué. Donc des fois à certains moments, par exemple j'avais appelé, il arnaquait avec des cartes Google Play, je sais pas quoi, et au final j'ai appelé le service Google Play pour vérifier les numéros qu'il envoyait. Et là j'ai dû enregistrer ce moment, le mettre sur SoundCloud pour que les gens écoutent et qu'ils se voient bien que c'est sourcé, mais c'est assez compliqué parce que j'ai pas envie que les gens ils se disent ouais c'est peut-être faux, il a peut-être inventé l'info, etc. Et là pour le coup c'est encore plus compliqué, mais globalement avec le temps tu instaures un climat de confiance avec ta communauté et ils te font confiance, et bon c'est un gage aussi que tu as de ton côté de ne pas trahir cette confiance, mais ouais c'est assez différent pour moi pour le coup. J'aime pas ce mot. Il disait que c'est un peu un cas journalistique, mais on va dire ça. Justement, en vous écoutant, on pourrait faire des ponts entre les journalistes et les vidéastes. Selon vous, c'est quoi vraiment qu'est-ce qui différencie ces 2 rôles, ces 2 métiers? Alors il y a beaucoup de similitudes parce que quand même à la base il y a une volonté de transmettre de l'information fiable et compréhensible par tous. Donc ça c'est un gros point commun. La différence à mon avis elle est dans l'angle
et le timing. C'est-à-dire qu'un journaliste a des échéances fixes et il y a des contraintes de calendrier de publication, alors qu'un vulgarisateur, dans l'absolu, en particulier sur YouTube, il fait ce qu'il veut. Même si on a une vidéo à sortir toutes les semaines, s'il y a un sujet qui nous prend plus de temps, on décale la publication de ce sujet-là et c'est pas grave, on peut se le permettre. Pour les journalistes, c'est plus compliqué. Et comme on disait, nous, en tant que vulgarisateurs, on a cette contrainte de devoir rendre le sujet intéressant. Les journalistes l'ont aussi, mais pas de la même façon. Nous, on a juste à convaincre notre public, ce qui est déjà pas une mince affaire. Le journaliste doit convaincre sa rédaction. Et c'est pas tout à fait les mêmes leviers, à mon avis. Après, je suis pas journaliste, hein, mais... Je rajouterai un truc, c'est l'indépendance financière aussi. C'est vraiment ça, parce que j'ai pas la pression quand je me dis je peux pas la sortir à temps, etc. Je me dis pas faut que je la sorte à temps parce qu'il me faut de l'argent, etc. Et j'ai pas le boss derrière moi qui me dit dépêche-toi, faut que ça sorte maintenant. Et rien que ça, je pense, ça change absolument tout parce qu'on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut entre guillemets. Et rien que ça, je pense que je sais qu'il y avait j'ai beaucoup échangé avec des journalistes, il y en a beaucoup qui m'enviaient ce côté-là, la liberté en fait. T'es pas totalement libre, je suppose. Après, je suis pas journaliste, mais Je pense que ça dépend surtout des journalistes, des youtubeurs. Je pense qu'il y a autant de situations que de personnes qui font ces métiers-là. C'est un peu compliqué d'avoir une réponse définitive dans la mesure où il y a des youtubeurs très engagés, qui prennent des positions très fermes, d'autres qui jouent plus un rôle de neutralité, qui essaient de poser clairement ce qu'ils exposent avec les différents arguments. Et pour les journalistes, c'est toujours un petit peu aussi la même histoire. C'est-à-dire qu'on va avoir un positionnement plus ou moins engagé. Si je parle de notre positionnement à nous, l'idée c'est quand même généralement de donner tous les éléments quand il y a un débat par exemple sur l'homéopathie, sur la vaccination, sur tous ces sujets-là. C'est de pas occulter certaines choses, c'est effectivement de mettre en avant les arguments, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, en les sourçant, en expliquant pourquoi est-ce qu'ils se tiennent, pourquoi ils se tiennent pas. C'est aussi notre travail à nous d'aller voir si ces choses-là se tiennent ou se tiennent pas. Un youtubeur, ça dépend aussi de lui, ça dépend de son positionnement. Est-ce qu'il va plutôt défendre une position? Est-ce qu'il va faire un peu le même travail, c'est-à-dire d'essayer de donner tous les éléments? Je pense que c'est vraiment très variable, mais moi je l'ai vu, je le vois aussi bien chez les journalistes que chez les youtubeurs, il y a vraiment un peu de tout. Je pense qu'on se positionne là-dessus parce qu'on a le sentiment que c'est notre travail aussi d'être transparent sur l'ensemble des choses qu'on a à transmettre. Mais ça peut aussi bien être le cas d'un youtubeur que d'un journaliste, me semble-t-il. J'ai l'impression quand même qu'il y a... Pardon, non, vas-y. J'ai l'impression aussi qu'il y avait quand même des pratiques qui ne sont pas les mêmes entre journalistes et youtubeurs. Notamment, il y a une affaire récente qui est parue sur l'identité de Lama Fâché, dans laquelle on a vu deux youtubeurs, dont un avec un profil de journaliste et l'autre qui était, on va dire, de l'école de YouTube, etc. Et pour lequel les approches pour pouvoir mener une enquête étaient totalement différentes. Et je me dis qu'il y a quand même la possibilité que ces travaux, ces jobs, ces métiers soient pas abordés de la même manière et que le journalisme est ancré dans une certaine tradition de mener des enquêtes qui n'est pas la même pour ceux qui font YouTube, avec des spécificités, peut-être des avantages, des défauts. Pour le coup, là, c'était peut-être un défaut. Là, l'exemple, il est vraiment pertinent parce que là, pour le coup, c'était la chaîne de Sylvain qui a fait le petit reportage sur Lama Fâché et Aude What the Fake. Et pour le coup, c'était totalement différent. L'approche était bien plus classique, en fait, l'approche de Aude, au niveau de la démarche, d'aller sur place, de mettre le micro, etc. C'était un peu plus sensationnel, en fait, et un peu plus cache investigation. Alors que Sylvain, j'ai l'impression qu'il était plus proche vraiment d'une trame, j'ai presque envie de dire plus journalistique, mais classique, c'est-à-dire comme si c'était un écrit, en fait, un papier qu'il était sorti où il avait passé plusieurs mois dessus. Et pour le coup, c'était totalement différent, les approches. Et je voulais retomber là-dessus parce que c'est vrai, l'exemple est vraiment pertinent pour le coup, pour la différence entre journaliste et YouTube. Si je peux, moi, plus parler sur mes thématiques, comme je parle de linguistique, c'est des sciences humaines et sociales, encore une fois, et en France, on aime beaucoup se palucher sur la langue. C'est vraiment un truc, on a un fétichisme de la langue assez incroyable. Et je suis désolé, mais à chaque fois que dans les médias sont traitées des questions en rapport avec l'orthographe, en rapport avec la dictée, en rapport avec
Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Orthographe, dictée, j'en ai eu plusieurs. C'est très très mal abordé en fait. C'est très très mal abordé tout simplement parce qu'il y a un truc qui est terrible, c'est que les journalistes sont de fait ce qu'on appelle des vecteurs de normes. Or, la linguistique est une science qui n'est pas prescriptiviste mais descriptiviste. Et en fait, il y a dans la formation même du journalisme, mais en fait ça pourrait être la même chose pour les professeurs de français, pour des universitaires, même parfois en littérature, etc. Il y a un biais inhérent qui fait que ce qu'on leur apprend, c'est le côté artistique et le côté dogmatique de la langue et pas du tout le côté scientifique. Ce qui fait que lorsqu'il y a des articles souvent qui paraissent dans les journaux, et là pour le coup ça dépend effectivement des journaux et ça dépend des journalistes, hein, bien évidemment, il y a des biais qui sont terribles. En fait, il y a des contresens et des contre-vérités scientifiques terribles dans tous les sens. Et moi d'ailleurs, c'est une matière dont je me lasse pas, hein, puisque ça me fait des super vidéos de débunkage derrière et c'est des vidéos qui marchent très bien, donc je m'en plains pas du tout. Mais souvent il y a ce biais terrible, et pareil, il y a des articles, pour le coup c'est pas sur Le Monde, mais genre Slate régulièrement, genre une fois par an, ils nous republient un article où ils remettent en avant un article où on a découvert la langue originelle par exemple, où tout est faux dedans par exemple, et parce qu'en fait ils ont mal lu une conclusion d'une publication scientifique où très clairement ils n'ont pas le temps de la lire en entier et ils ne comprennent pas la conclusion. Donc comment ? Oui, non, mais c'est Slate, mais je veux dire, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout le bagage en fait pour comprendre exactement ce dont ils parlent, et ça induit des biais incroyables en fait. C'est un peu la difficulté de la vulgarisation faite par les journalistes, c'est ce que tu dis, tu as raison, les journalistes n'ont pas forcément une formation scientifique, sachant que c'est un métier qui est quand même assez différent. Encore une fois, je pense que ça dépend de qui, de quel titre, de des finalités que cherchent les différents sites ou les différentes chaînes de journaux sur YouTube. Encore une fois, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir cette culture scientifique et de remonter aux sources de tout ce qui circule. Effectivement, on voit très régulièrement des trucs du genre, pour citer un collègue, le chocolat permet d'avoir plus de prix Nobel, qui a été effectivement repris, qui est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été reprise dans la presse à l'affirmative. C'est-à-dire que il y a eu quelques titres de je ne sais plus quels journaux qui disaient effectivement, de fait, le chocolat, les pays où on mange le plus de chocolat ont plus de prix Nobel. Et nous, on a vu ça, notre journaliste Arthur a vu ça, et il s'est penché dessus, et il s'est rendu compte que non seulement la méthode de l'étude était pas terrible, mais qu'en fait, le chercheur qui l'avait faite avait ouvertement dit c'était une blague, c'était une blague de chercheur un petit peu, c'était un petit peu un truc pour rigoler. Là, on aborde la question notamment de la causalité, de la corrélation, de quelle est la différence entre les deux. Et effectivement, en cherchant, il s'est rendu compte qu'il y a plein de titres de presse qui ont repris ça comme si c'était une information arrêtée. Probablement, ils ne sont peut-être pas remontés à la source originelle, probablement, ils n'ont pas appelé le monsieur qui a fait la recherche et qui leur a dit « mais c'était une blague ». Donc, c'est toujours la difficulté de se dire quel est le... Enfin, c'est vraiment encore une question de méthode au sein des différentes rédactions, en fonction même des journalistes, quelle est leur notion de ce qu'est la recherche scientifique. Nous, ce qu'on essaye de faire généralement, c'est de remonter aux sources originelles. Et encore une fois, je pense que tout le monde ne le fait pas, c'est la vérité. Évidemment, il y a un truc moi, qui était saisissant, c'est quand j'ai fait mes 2 vidéos sur le manuscrit de Voynich, puisque il y a eu, en un an d'écart, à chaque fois, on a percé le mystère du manuscrit de Voynich. Alors, spoiler, pas du tout, hein, on sait toujours pas ce que c'est. Ou en tout cas, on a des indices, mais c'est absolument pas... Et à chaque fois, en fait, c'est des chercheurs qui sont dissidents, sur lesquels il n'y a absolument pas du tout de consensus, qui arrivent, justement, alors le dernier cas est très intéressant, puisque c'est un mec qui a réussi à squeezer il est passé outre tous les protocoles de vérification scientifique pour directement démarcher un journal, pour se faire publier. Et comme c'est passé dans le premier journal, la plupart des autres journaux ont répété la nouvelle par mimétisme en fait. Ils se sont paraphrasés les uns les autres, ce qui fait que ça a amplifié complètement le phénomène. Alors que le mec, à la base, il est chercheur, je crois qu'il est entémologiste, je sais pas quoi, et très clairement, il maîtrise absolument pas des bases. Moi, j'ai lu l'étude et en fait, il dit des choses qui sont vraiment, ça n'a pas de sens. Genre, il explique à un moment dans sa publication, je crois, il parle du proto-roman, donc qui est une forme commune et originelle aux langues romanes d'Europe, donc l'espagnol, l'italien, machin. Il dit le proto-roman était parlé jusqu'au 15e siècle. C'est faux. C'est faux, c'est-à-dire en gros on le date entre le 5 et le 10e. Et par exemple c'est faux, c'est-à-dire il y a 5 siècles de différence quand même. C'est quand même assez... en linguistique c'est pas rien 5 siècles. Bon ça c'est par exemple, c'est une erreur qui est dès l'introduction, mais c'est juste qu'en fait il y a eu strictement aucune vérification. Et la démarche, il y a aussi quelque chose effectivement de pernicieux, c'est-à-dire que lui, voulant faire de la pub pour son truc, il s'est dit, je sais très bien que ça passera pas dans le monde scientifique, je vais directement tenter la presse. Il décroche un journal, il en décroche plein direct, parce qu'en fait, il y a une espèce...
Là, peut-être que c'est peut-être pas dans le cas, je ne connais pas comment vous fonctionnez au monde, mais je sais qu'en tout cas, il y a plein de journaux qui fonctionnent par mimétisme en fait. Si jamais la news est reprise 2, 3, 4 fois, il saute dessus parce qu'il faut aussi avoir son article sur cette news. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on peut observer, bien sûr. Nous, généralement, quand on tombe sur une info qui est un peu trop affirmative, ça sent rarement très bon. Quand on dit hey, ça fonctionne comme ça, généralement, tout est plus compliqué que ça. À la vérité, nous, notre positionnement sur la chaîne, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on le dit même dans l'écriture des sujets qu'on fait, on présente des trucs, hey, il paraît que ça, mais en fait c'est plus compliqué parce que ça l'est toujours un petit peu plus. Et l'idée aussi, c'est quand même de recroiser, effectivement, même si on peut quand même de manière générale faire confiance à la méthode scientifique, recroiser les différentes études de plusieurs chercheurs qui ne disent pas forcément la même chose, et notamment sur les sujets de crispation, encore je reparle de tout ce qui peut être médical, vaccin, homéopathie, etc. Il faut croiser, quoi. Il faut aller voir les gens qui disent une chose et leur contraire pour essayer et de présenter ce qu'ils avancent. Nous, on essaye effectivement d'avoir ce barrage-là et de ne pas tomber dans il y a ce truc un peu sensationnel qui est sorti, il faut qu'on en parle. On s'arrête, on réfléchit, on regarde et on voit si ça a un sens d'en parler ou pas et on voit s'il faut prendre du recul sur la chose. Après, effectivement, sur la question du mimétisme, elle existe. Nous, on essaie de s'en départir, mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est difficilement... on ne peut pas le nier, ça existe, clairement. Et par ailleurs, il n'y a pas que les journalistes qui, il me semble, Squeezie sur le mystère des pyramides. En fait, c'est pas un truc de journaliste. Et tout le monde lui est tombé dessus. C'est-à-dire que là où peut-être, je sais pas si. Bah alors, il y a des guéguerres. Moi, j'ai vu des guéguerres sur la langue française entre le Parisien et le Républicain Lorrain, je crois, parce qu'il y a eu des choses fausses qui ont été dites, l'autre ont repris, et ils ont essayé de faire des ratons derrière et machin. Je le vois, mais par exemple, il y a tout YouTube qui est tombé sur Squeezie. Enfin, vraiment, toute la vulgarisation lui est tombée dessus. Je ne sais pas si, quand il y a une erreur dans un article de journal, tous les journaux le démontent derrière. Alors en fait, il y a aussi une espèce de pression inhérente au milieu de la vulgarisation, où en fait, on est très critique les uns envers les autres, quoi. Vraiment très très critique, tout en pensant œuvrer quand même dans une espèce de sphère commune, et donc vers, peut-être pas un idéal commun, mais en tout cas vers un horizon qu'on a envie de voir qui ressemble plus ou moins à la même chose. Et donc, par exemple, Squeezie, il en fait plein de blagues dans les dernières vidéos et il a dit qu'il s'était gouré, etc. Machin. Donc il y a quand même toute une... Et maintenant il en blague, donc très clairement il a compris, je pense qu'il a été vacciné sur la question. Mais bien évidemment, et ça arrive sur plein d'autres chaînes, mais c'est... De la vulgarisation, c'est rare que quand quelqu'un fasse vraiment une erreur très grossière, il persiste dedans parce que en fait il est très vite décrédibilisé et en vrai la crédibilité c'est un peu la seule chose qui fasse tenir le boulot debout, quoi, qui fasse tenir la chaîne debout, quoi. Merci en tout cas pour tous vos témoignages et vos retours d'expérience. C'est extrêmement intéressant et on va être tous frustrés que ça ne dure pas plus longtemps. Je vous propose néanmoins de faire passer le micro peut-être parmi les gens qui nous écoutent. Si jamais vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. Donc il y a un micro qui tourne, n'hésitez pas à lever la main si jamais vous voulez poser des questions, peu importe. Hein. C'est à vous. Ouais, une petite question pour le roi des rats. À quel moment tu te dis qu'une source, elle est fiable? En gros, à quel moment tu te dis qu'une info, tu peux la reprendre et qu'elle est sérieuse? Alors, bonne question, parce que c'est assez compliqué de justifier une info. J'essaye de voir selon les journaux, souvent c'est des journaux ou alors des reportages. Et en général, en fait, c'est plus de... J'essaye de croiser les sources déjà, mais j'essaye aussi beaucoup de... c'est un peu de la confiance aussi, parce que forcément, quand je reprends une info du Figaro ou du Monde, je me dis que aussi leur source est sourcée. Donc en général, tu chopes leur source, et donc tu croises les infos, tu fais des recherches Google. Mais c'est assez compliqué. Après, je fais pas beaucoup de vidéos où j'ai vraiment besoin de plein de sources. Les vidéos que j'ai pu faire, c'est par exemple sur la Chine et le côté Chine Black Mirror. Et là, pour le coup, c'est beaucoup de reportages, je chope des infos, puis après je les Google. J'ai trouvé des trucs, par exemple, j'ai plus les trucs, mais j'ai trouvé des infos que j'ai vérifiées. Au final, j'ai pas trouvé les sources, donc j'en ai pas parlé, parce que j'ai pas envie de faire de conneries, de dire de conneries, et de tomber dans le côté complotiste ou je ne sais quoi. Donc là-dessus, c'est plus la conscience. J'ai pas envie de dire de conneries, que ce soit pour mon image ou pour... justement pour pas avoir plein de gens qui me tombent sur la gueule, mais genre et aussi parce que j'ai pas envie que l'info se propage. Je dis ah t'as vu ça en fait et ça, alors que c'est des conneries, quoi. Mais là c'est plus de moi-même, je pense.
Merci beaucoup. Une autre question peut-être? Moi, c'est plus vers le monde, du coup. Vous avez dit que vous regardez parfois plutôt ce qui se faisait aux États-Unis. Et je sais que le format de vos vidéos me fait beaucoup penser à Vox aux États-Unis. Mais ça mène aussi à ma question, du coup, c'est que Vox, par exemple, est très vu comme de gauche en Amérique. Est-ce que vous tenez au fait d'être non biaisé ou est-ce que vous préfériez est-ce que vous voyez plus comme un relais d'information ou communiquer un raisonnement, une opinion? J'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce que vous voyez plus comme un relais d'information ou communiquer un raisonnement ou une opinion? Les deux, j'ai un peu envie de dire. L'idée, c'est à la fois d'informer, parce que c'est notre travail, et d'expliquer les choses. Après, effectivement, sur le positionnement idéologique, nous, on essaye de pas en avoir en particulier. On dit que Vox est de gauche, mais en même temps, aux États-Unis, des choses pas trop de gauche sont considérées comme de gauche, donc tout peut être un peu plus compliqué. C'est assez complexe. Encore une fois, je pense que, notamment dans le cadre de ce qui relève de la vulgarisation, on a, nous, cette volonté d'être le plus transparent possible sur les différentes sources, sur les différents positionnements, sur les sujets. À la rigueur, on peut se poser la question du choix des sujets qu'on aborde. Évidemment, ça n'est jamais neutre et ça ne le sera jamais. De là à savoir où est-ce que politiquement on se situe, je pense que c'est un peu complexe. C'est un peu à chacun de se faire son idée et de définir ne serait-ce ce que c'est qu'un positionnement politique. Ouais. Et par rapport à Vox, on fait aussi beaucoup moins de sujets politiques. Ils font beaucoup parfois même des essais, des opinions. Et nous, on ne fait pas ce format-là du tout, quand même. Si je peux me permettre, sur des sujets très précis, le monde comme ça peut être le glyphosate ou le nucléaire, il y a quand même un angle qui est vraiment très marqué idéologiquement, par exemple. Oui, alors encore une fois, il y a une différence. Enfin, on est évidemment rattaché à une rédaction qui a des positions qu'elle défend. Nous, c'est un peu spécifique puisqu'on est un service à part, on fait uniquement des choses sur YouTube et on n'est pas tous d'accord. Enfin, de toute façon, on est même entre journalistes au sein d'une même maison, on n'est pas forcément d'accord avec le mec qui bosse dans le bureau d'à côté. Encore une fois, moi, ce en quoi je crois, c'est de donner un maximum d'éléments aux gens en leur disant c'est quoi ces éléments, d'où ils viennent et à quoi ils servent. Sur la question du glyphosate, oui, il y a beaucoup de controverses. Nous, on n'a pas encore travaillé dessus, on le fera peut-être. Sur la question du nucléaire, ce qu'on a fait par le passé, c'est généralement des choses assez factuelles sur ce que c'est, sur les problématiques que ça pose. Après, encore une fois, oui, on peut difficilement échapper au positionnement idéologique. On essaie de le faire un maximum, notamment parce qu'on travaille à plusieurs. On est un petit service où on se connaît tous et on débat beaucoup de ces choses-là entre nous pour essayer de s'acheminer généralement vers quelque chose d'assez équilibré, on va dire. Après, pour prolonger et pour peut-être contredire un peu, le fait d'avoir une approche factuelle n'empêche pas le parti pris idéologique dans le sens quels sont les faits qu'on priorise en fait. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Ne serait-ce que le choix des sujets qu'on aborde. Parler du nucléaire, c'est pas neutre. Parler de l'homéopathie, c'est pas neutre. Après, c'est aussi la méthode. C'est aussi comment est-ce que c'est dit, comment est-ce que c'est raconté. Est-ce qu'on emploie le conditionnel? Est-ce qu'on peut affirmer telle chose? Quel est notre degré de certitude vis-à-vis d'une information? C'est beaucoup de prudence. Nous, ce qui nous intéresse généralement, c'est de donner les clés de compréhension aux gens pour qu'après ils se fassent leur idée. Encore une fois, c'est jamais neutre parce qu'on va parler. On ne peut pas parler de tout sur un sujet, mais c'est d'être, encore une fois, équilibré. C'est un équilibre très compliqué à trouver, c'est ce qu'on cherche à faire nous, d'autant plus sur les sujets compliqués, les sujets à controverse. C'est ce qu'on tente de faire. Encore une fois, on est probablement critiquable, hein. On essaie de faire au mieux, c'est un peu comme tout le monde, dans un sens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions parmi vous ? Bonjour, moi j'ai une question hyper pratique, c'est est-ce qu'il y a un temps assez régulier pour monter une vidéo? En fait, combien de temps ça vous prend? Moi, ça me prend énormément de temps parce que je suis complètement un imposteur de la vidéo. C'est-à-dire que je me suis lancée dans les vidéos pour apprendre à en faire et je ne savais pas du tout le faire au départ. Donc je ne me lance pas dans des trucs très techniques et voilà. Mais juste pour mettre bout à bout des portions de vidéo et créer quelques illustrations, pour une vidéo de 5 minutes, ça va me prendre 1 à 2 jours. Sachant que je ne suis pas très efficace. Mais clairement,
si on place le temps de travail pour réaliser une vidéo, le plus long, c'est la recherche de sources et la rédaction. Le plus court, c'est le tournage, dans mon cas, parce que je tourne chez moi, j'ai pas de reportage à aller faire en extérieur. Et entre les deux arrive le montage qui prend quelques jours. Bah, moi, ça va être à peu près l'inverse. Moi, le temps d'écriture et de recherche, c'est ce qui me prend le moins de temps. Parce que j'ai plein d'automatismes, j'ai tous les bouquins à la maison, je sais déjà où chercher l'information. Globalement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi, les sujets, ça fait 5 ans que je fais ça, et les sujets, j'en ai toujours beaucoup trop abordés, et je pense que j'aborderai, ma chaîne finira avant que j'ai tout abordé. Et en termes de temps, par contre, de montage, alors je monte de plus en plus vite, parce que je passe ma vie à faire ça, depuis 5 ans. Mais je me rajoute toujours des défis, donc je mets toujours de plus en plus de temps, finalement. Et une vidéo basique de 10 à 20 minutes, je vais peut-être y passer une semaine, mais je fais des vidéos qui me prennent parfois 3 mois, où il y a une semaine de tournage, parfois il y a des comédiens aussi, parce que j'essaie d'inclure de la fiction de plus en plus. Donc plus le temps passe, plus je suis rapide à faire ce que je fais, mais plus je mets de temps paradoxalement à le faire aussi, parce que j'essaye de repousser mes limites aussi en termes de création et en termes de capacité créative et de technicité aussi. Au Monde, ça dépend du type de vidéo. Quand c'est des vidéos d'actualité qui doivent sortir assez rapidement parce qu'il faut raconter ce qui s'est passé cette semaine par rapport au Parlement britannique sur le Brexit, ça prend 2 jours maximum. En revanche, pour toutes les autres vidéos qui constituent la majorité en fait aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps aussi. Et comme contrairement à Linguisticae ou quelqu'un qui est expert de son sujet, on débarque sur des sujets, par exemple quand on fait une cartographie sur qu'est-ce que fait la Chine en Afrique et qu'on arrive sur le sujet, on n'y connaît rien. On passe en général 10 jours au moins à appeler des gens qui, eux, savent de quoi ils parlent, à s'imprégner du sujet, à l'écrire, à le vulgariser pour qu'il soit clair. Et ensuite, il y a toute la partie montage, visualisation de ce sujet-là, qui, quand on fait des vidéos à grosse valeur ajoutée comme de la cartographie, ça prend aussi du temps. Donc en fait, sur ces vidéos-là qui durent entre 8 et 12, 13, 14 minutes, ça peut nous prendre entre 10 jours et 3 semaines, un mois, ça dépend. J'ai une question. Ta voix, c'est toi la voix dans les vidéos aussi, non? Entre autres. Ouais, oui, on est plusieurs. Mais ça me dit un truc. Mais ok. Alors pour moi, en fait, ça dépend vraiment des sujets parce que des fois, en fait, je cherche quelque chose. Je sais qu'il y a un truc un peu bizarre et je mets du temps en fait parce que je sais pas vraiment ce que je recherche, mais je dois continuer à fouiner pour le trouver. Donc des fois, ça peut prendre des mois. Mais quand tu trouves le truc, en général, ça embouche à trouver plein d'autres trucs. Mais par exemple, sur ma vidéo sur Balance ton youtubeur, ça m'a pris des mois, le temps de contacter chaque fille, leur parler, les mettre en confiance, voir si elles veulent témoigner, filmer, me déplacer dans chaque ville. J'ai fait le tour de la France. Ça, pour le coup, c'était assez long. Mais d'ailleurs, je préfère maintenant écrire que monter, parce que le montage, ça commence à me saouler un peu avec le temps. Parce que... Le montage, c'est une deuxième écriture aussi. Tu vois, je sais pas comment c'est toi, mais moi, quand j'écris, je sais déjà plus ou moins comment je vais le monter, en fait. Ouais, le truc, c'est que moi, je garde toujours à peu près le même montage, et donc c'est un peu redondant pour moi. Et donc maintenant, au début, je préférais monter, maintenant, je préfère écrire et rechercher, etc. Donc je pense qu'avec le temps, il faut que j'essaye de trouver un monteur de confiance et qui comprenne un peu comment je fonctionne et déléguer un peu ça pour me concentrer et être un peu plus productif parce que c'est vraiment la partie qui me fatigue un peu. Super, merci beaucoup à tous les 6 en tout cas pour vos retours d'expérience et vos points de vue, c'était extrêmement enrichissant. Voilà, la vulgarisation c'est un sujet qui est très vaste, on a vu que voilà, elle est de plus en plus sur YouTube. L'idée voilà, c'est aussi de vraiment faire attention à ses sources, essayer de trouver un angle original, piquer la curiosité, trouver une dynamique, etc., travailler sur les visuels. Enfin, voilà, ça sera difficile de faire... oui. Moi j'ai une question. T'as écrit plusieurs livres ou t'as écrit un livre 3 Et combien de temps ça te prend Pour un livre, ça dépend du livre. Il y en a pour lequel j'ai fait l'intégralité du livre. Donc ça m'a pris 1 an et demi. Pour des livres dans lesquels on est une équipe, un des derniers livres, là, Retour vers le Paléo, c'est un livre qu'on a fait avec 4 auteurs. Donc on s'est séparé la rédaction. Et pour mes chapitres à moi, j'en ai fait 2 et demi. Ça m'a pris 3 mois. Voilà.
Merci, c'est une super transition parce que du coup, je vais vous informer que Pierre est en dédicace à l'espace Cultura si vous voulez le retrouver. Ensuite, sur ce plateau, on enchaîne avec un échange sur la citoyenneté et ensuite sur un grand quiz. Merci encore à tous les 6 et bonne continuation sur le salon.